un écran blanc dans une pièce noire. C'est à travers ce dispositif que Denis Villeneuve, réalisateur de Premier Contact, décide d'interagir avec les aliens de son film. L'héroïne, Louise, rencontre ces êtres étranges dans une immense salle obscure construite autour d'une vitre, vecteur de transmission d'informations ou d'émotions. Ils sont nommés d'après un duo comique de cinéma, Abbott et Costello, et même l'oiseau est une référence à l'origine absolue du cinéma avec l'exploitation de la persistance rétinienne, autant qu'un moyen de vérifier si l'air est respirable comme dans les mines de charbon. Ces choix ne sont certainement pas innocents de la part du cinéaste. Le cinéma est une métaphore parfaite de la rencontre avec un extraterrestre. Entrer dans un film, c'est rencontrer pour la première fois des êtres dont on ignore tout, et à travers leurs mots, leurs émotions, leurs gestes, leur parcours, partir à leur découverte et essayer de comprendre et d'adopter leurs enjeux, qu'il s'agisse de ceux d'individus lambda ou de ceux du monde dans lequel ils évoluent. Et s'il y a bien un élément qui témoigne du parallèle entre le film et le cinéma, c'est le centre de son intrigue, la langue des heptapodes, les aliens du film. Ils s'expriment en effet non pas à travers des mots composés de lettres, comme la plupart des langues européennes, mais à travers des symboles qui représentent des idées, des idéogrammes, comme beaucoup des langues orientales. Et représenter graphiquement des idées, c'est exactement l'exercice auquel se prête un film, qu'il se repose principalement sur les dialogues ou non. Essayer de comprendre le discours, le récit et parfois même le message d'un film est au final assez proche d'un travail de traduction. Louise passe l'entièreté du film à essayer de comprendre comment les aliens pensent et voient le monde à travers leur langage écrit, tout comme un spectateur apprend à adopter le point de vue d'un personnage pour embrasser son récit à travers la représentation graphique de son histoire, qu'est le film. Ce faisant, nos aliens sont au final des incarnations de l'idée de protagoniste, habitant et manipulant une brume d'histoire à l'intérieur de l'écran d'une salle de cinéma. Denis Villeneuve a profité de son film sur la communication pour expliquer, à travers le langage des aliens, comment lire une œuvre cinématographique. Comprendre n'importe quel récit depuis des temps immémoriaux en fait, mais le cinéma est encore plus approprié au parallèle par l'aspect linéaire et impossible à interrompre de son récit, le cinéma étant soumis au temps. On ne peut pas relire le même passage pour s'en imprégner comme dans un livre. Le récit avance, tel le temps lui-même, inlassablement et de façon linéaire. Et pour autant, aucune action seule n'a de sens si on ne prend en considération le passé qui y a mené et le futur qui va en résoudre. C'est pour cette raison que la langue et les logogrammes des aliens de Premier Contact, libérés du temps, sont circulaires. Quand ils écrivent, ils prennent en compte le passé, le futur et le présent de ce dont ils parlent et transmettent une idée, une phrase complète, avec toutes les implications de sens et d'émotions qu'elles provoqueront et ont provoqué dans le temps, en un seul caractère ou mot. Et ce faisant, la langue des aliens fonctionne sur le même principe qu'un récit, l'une de ses règles les plus absolues étant que chaque élément qui le compose doit avoir un sens dans le grand ordre des choses. C'est en tout cas la théorie du monomythe de Campbell, le héros aux 1001 visages, qui, contrairement à ce qu'on croit souvent d'ailleurs, ne dit pas comment il faut faire, mais comment on fait, en général, quelle que soit la culture, pour donner un sens et du poids à son récit, un sentiment d'accomplissement qu'on nomme l'élixir. Il a décomposé cela en plusieurs points, 12 étapes, généralement représentées sous la forme d'un cercle. 12 comme le nombre de vaisseaux du film, 12 comme le nombre de sections qui composent un logogramme. Lorsqu'on conçoit un récit, on part d'un monde connu, on place l'appel de l'aventure, qui effraie au premier abord le ou les héros, puis lorsqu'ils sautent le pas, on entre dans une phase de découverte, de péripéties et de mise à l'épreuve, qui permettent de se préparer pour le premier challenge, et d'obtenir symboliquement ou concrètement un trésor, qu'en fin de film, le ou les héros peuvent ramener dans leur monde d'origine pour accomplir, ou non, leur objectif. Ce qui est abordé au début est la base qui va mener à la fin, et la fin, sans ce parcours et ce début, n'aurait pas de sens, pas de portée émotionnelle. Notons au passage qu'une autre façon de découper l'histoire, celle de John Truby, elle aussi circulaire, nous propose 7 étapes, ou 22 s'il donne la version détaillée. Faiblesse et besoin, désir, adversaire, plan, affrontement, révélation personnelle et nouvel équilibre. Lorsqu'un auteur conçoit son récit, il doit faire se rejoindre son début et sa fin, et apporter du sens à travers la progression entre le décalage du personnage, de ses opposants ou de son environnement, entre le début, le milieu et la fin. Un récit est cyclique. Parfois le sens est apporté par le fait d'avoir stagné et tourné en rond, parfois un personnage réalise qu'il se fourvoie dans sa quête, et parfois il obtient simplement ce qu'il voulait. Mais dans tous les cas,
les enjeux, les objectifs, les émotions, tout doit rejoindre le début. Parfois on peut appuyer sur cet écho entre le début et la fin, l'ajouter dans le film, comme Premier Contact le fait justement. Le film commence avec la narration omnisciente de Louise qui parle de sa fille, plus précisément des souvenirs qu'elle en a, ce qui, dans notre pensée linéaire, nous indique que Louise est une femme en deuil, alors que la fin du film, sa vision globale, nous révèle qu'elle le sera. Et au revisionnage, lorsqu'on regarde le film après avoir compris sa globalité, son sens linéaire devient très différent. On pensait voir une femme dépasser un deuil à travers un événement extraordinaire, et on découvre finalement comment ce parcours lui a fait accepter l'idée que même une courte vie a un sens et une influence qui existent au-delà de son début et de sa fin, et mérite d'être vécue. Tout comme le sens d'un film est offert en l'abordant dans sa globalité, pas en se concentrant sur chaque détail indépendamment ou en ne prenant que l'expérience présente ou future, en oubliant ses origines. Les logogrammes fonctionnent de la même façon. Une seule des 12 sections, isolée du reste et hors contexte, n'a pas de sens. Chaque cercle est constitué d'un trait fin principal, qui semble toujours uni pour des concepts absolus et avoir un vide pour les concepts déterminés dans le temps. Les prénoms d'individus, par exemple, mortels, ont tous un espace pour marquer que l'idée de cet individu a un début et une fin, et de divers pâtés et coulures d'encre qui, comme on le voit sur la tablette, représentent une grosse idée principale. Heptapode, but, terre et point d'interrogation dans cet exemple. L'ensemble forme une idée, la question de l'objectif des heptapodes sur Terre. Et cette idée n'est ni plus ni moins que le synopsis, le résumé de l'histoire de Premier Contact lui-même. Il manque éventuellement Louise et sa fille, mais globalement, ce symbole à lui tout seul résume toute l'intrigue du film, et chaque tache et coulure d'encre pourrait représenter un détail de l'intrigue, une scène ou une action importante. En remplaçant chaque grosse tâche et trait par les thèmes, personnages, lieux et enjeux abordés dans chaque histoire, vous pouvez voir qu'on pourrait très facilement partir du principe que chaque film qui existe pourrait être transcrit sous la forme d'un cercle, d'un logogramme extraterrestre. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant entre les langues et le cinéma, c'est qu'on dit phonogramme pour un caractère qui représente un son, idéogramme pour un caractère qui représente une idée, et photogramme pour une image imprimée sur une pellicule, elle-même une image ou un son qui véhicule une idée quand elle est associée à d'autres. En termes de structure, le trait représenterait la progression de l'histoire, avec les 12 étapes réparties au fil des 3 actes, ou plus, et on pourrait considérer que les taches et coulures sont proportionnelles à l'intensité dramatique des scènes, et sont donc présentes en quantité et aux endroits qui correspondent à ces scènes dans l'intrigue. Et tout comme on a un potentiel de construction originale presque illimité avec les mêmes briques Lego, on peut réassembler les mêmes éléments généraux d'un récit de façon extrêmement différente et arriver à des résultats qui, dans leur globalité, ne se ressemblent quasiment pas du tout, en ayant pourtant la même structure, les mêmes éléments de base, ou qui parviennent à se ressembler avec des structures totalement différentes. Les histoires réassemblent à l'infini les mêmes désirs de gloire, les peines refoulées, les parcours du combattant, les joies et les peines, mais l'ordre dans lequel on les représente, les points de vue et les détails font toute la différence au niveau du sens. Dans une scène, Louise identifie que l'une des coulures dans 2 mots semblant identiques est courbée ou incurvée et que ça semble représenter un point d'interrogation. Quand vous voyez le nombre de détails, d'aspérités sur ces cercles, vous avez finalement une des meilleures représentations possibles d'à quel point le plus infime des changements dans le traitement d'un concept qui réunit des éléments de base pourtant identiques peut amener à un résultat totalement différent, amener d'une affirmation à une question. En constatant qu'il existe presque systématiquement un logogramme pour désigner le concept seul et une version courte ou résumée pour être intégré à une phrase plus globale, il y a par exemple ce cercle pour décrire la race des heptapodes, et ce gribouillis pour les intégrer à la question but des heptapodes sur Terre, on se rend compte que ce langage est compatible avec l'idée de faire un film centré sur un sujet, ou un film où ce sujet n'est qu'un des éléments abordés dans le récit global. Et tout comme l'apprentissage de la langue des aliens débloque la conception et par extension la perception du temps de Louise, une personne qui s'instruit dans le langage cinématographique, qui emmagasine des connaissances sur la grammaire de base et la structure d'un récit, sera plus à même de comprendre les implications et de lire les sous-entendus dans un récit. Ça ne garantit pas d'y arriver systématiquement. Comme le dit Louise, une langue, comme une culture, n'est pas toujours très propre et parfaitement définie, et il peut arriver que 2 choses sans rapport se retrouvent très proches en termes d'interprétation, mais ça débloque une capacité à lire et à interpréter ce qui, pour n'importe quel profane, ne serait rien de plus que de l'encre noire sur un fond blanc. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette petite vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois dans l'histoire de la chaîne que je suis pas en face caméra. C'était un petit peu reposant de mon côté, je dois vous l'avouer. Je n'avais absolument
aucune raison de faire cette vidéo, à part que je vais faire un vlog prochainement sur un film qui s'appelle Contact et qui a énormément de liens avec Premier Contact. On voit que le dernier s'est inspiré du premier, ou en tout cas lui rend plusieurs hommages, parce que leurs histoires sont quand même assez similaires. Mais simplement, j'ai revu le film récemment, en essayant de mieux le comprendre, parce que c'était un film avec lequel j'avais eu un petit peu de mal à la sortie en salle, et en observant comment fonctionne le langage des aliens, je me suis rendu compte, mais putain, c'est exactement le monomythe de Campbell. Et du coup, par le biais de la langue des extraterrestres, je peux vous expliquer clairement, vous poser clairement le monomythe de Campbell sur une vidéo qui sera presque dédiée à ça, et qui vous expliquera peut-être un peu mieux pour certains comment fonctionne une histoire, comment elle progresse, comment elle évolue et comment on l'écrit. On écrit une histoire en sachant à peu près où on va aller. C'est comme ça qu'on peut correctement établir la progression des personnages, qu'on peut établir leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils ont à gagner ou à perdre dans l'histoire. Et je me suis dit qu'il y avait quand même un très joli parallèle à faire entre l'intensité dramatique d'un film par exemple et les coulures qui sont représentées sur la langue qui me semblent vraiment adaptées à représenter, du coup comme ce sont des choses qui représentent des idées et des émotions, ça me semble très apte à représenter du coup un film. Et je sais pas, peut-être que quelqu'un un jour pourrait créer une sorte de générateur de logogrammes extraterrestres qui pourrait du coup en se basant sur 4-5 mots-clés de base créer un logogramme qui correspondrait à chaque film. Comme on fait, il y a des gens qui réunissent par exemple les palettes de couleurs dans les films et qui en font des petits symboles, des petits trucs jolis. On pourrait faire un truc dans à peu près la même veine avec la langue des extraterrestres. Je trouve que ce serait plutôt joli. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'idée qu'avait Denis Villeneuve quand il a créé ce langage extraterrestre. Il y a quand même des coïncidences qui ne trompent pas. Le fait que le moment où symboliquement dans le monomythe de Campbell on se dit qu'il faut sauter le pas, soit représenté à l'écran par littéralement Louise qui saute le pas, qu'on pousse à sauter un précipice, avec une sorte de guide ou de mentor qui est donc le Forest Whitaker. C'est assez clair. Le fait que le film assiste à ce point sur son côté circulaire, qu'il mette à ce point ton nez dans l'histoire du film, montre bien qu'à mon avis, il voulait axer son truc là-dessus et te montrer qu'un film et un récit fonctionnent de la même façon que cette langue extraterrestre. Et pour les quelques détracteurs, parce qu'il y a des détracteurs à Campbell, déjà à son époque, il y a quelqu'un qui l'a parodié en disant que en gros le héros commence et a des problèmes et ensuite le héros n'a plus de problèmes. C'est vrai que le truc de Campbell peut parfois être bizarre à gérer, notamment avec les termes qu'il utilise, mais justement ces termes sont volontairement assez larges pour encadrer à peu près tous les cas de figure, aussi bien décrire un parcours concret que décrire un parcours plutôt psychologique. Et je vous assure que si vous prenez à peu près n'importe quelle histoire au monde, vous pouvez y appliquer le monomythe de Campbell. Vous pouvez, sur à peu près tous les récits du monde, même des récits qui justement essayent de ne pas avoir d'enjeu, c'est pour ça que j'ai mis un extrait d'Antonioni, vous pouvez résumer le film à un cercle comme ça, peut-être qu'il mène nulle part, mais il y a forcément une structure quelque part sous-jacente au truc. Et c'est ça qui fait un texte professionnel, c'est d'avoir une structure, de penser son récit en plusieurs dimensions, ou plutôt sur plusieurs timelines différentes. Il faut aussi bien penser son récit au début, au milieu et à la fin, quand on est en train d'avancer, quand on est en train d'écrire tout ça. Ou éventuellement le faire après avoir écrit. Si on écrit un texte et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, on regarde le monomythe de Campbell et généralement on voit ce qui manque pour motiver quelque chose, pour marquer une décision, etc. etc. Donc voilà, le monomythe de Campbell, ça peut être pratique pour tout le monde, aussi bien pour écrire que pour comprendre comment fonctionne un récit et comment est-ce qu'il faut regarder un film, à quoi il faut prêter attention pour pouvoir se préparer à suivre la suite des aventures. J'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao! Le cinéma est une métaphore. Le cinéma est une métaphore. Le cinéma est une métaphore. Oh putain!